Je crois que les risques sont assez petits. Vietnam est le meilleur de balancer entre les différents blocs. Vietnam, c'est le best bang for the buck. Pour chaque dollar investi, tu peux avoir le meilleur récupération. Vous pouvez vous présenter, nous dire un peu quelle est votre formation, vos expériences et dans quel pays vous avez exercé? Formation, c'est plutôt côté commercial et logistique aussi. Au début, je commençais comme un acheteur dans une société finlandaise, mais très rapidement, je me suis engagé dans le côté vente, marketing des composants électroniques. En Finlande, c'était tout au début des années 80 déjà. J'ai commencé en Finlande, mais j'ai déménagé en France en 92. Et j'ai continué chez la même employeur pour faire les mêmes choses. D'accord. Et en 2007, j'ai commencé dans le conseil de management, en fait, pour un organisme qui est similaire que Business France. Donc, j'aidais les sociétés finlandaises de s'implanter et de trouver des marchés en France, côté des machines, côté de logiciels et des solutions informatiques, etc. Et en 2009, je partis au Vietnam pour ouvrir deux bureaux de FinPro pour faire la même chose au Vietnam. Je suis resté à peu près 15 ans. Et j'ai passé 4 années dans cette activité de FinPro. J'étais aussi le conseiller commercial de Finlande en même temps. Mais la principale activité, c'était carrément le travail avec les sociétés finlandaises tout le temps. On a aidé beaucoup de sociétés françaises, un peu aussi, mais finlandais, et les États-Unis, Australie, Allemands, etc., pour s'implanter dans le marché ou fabriquer en sous-traitance, par exemple, au Vietnam. Et donc, vous dites enfin, le Vietnam, c'est un pays dans lequel vous avez passé beaucoup de temps et dans lequel vous avez été très impliqué, notamment dans le commerce et dans le conseil d'entreprise. Alors, pour Ouais. vous, en quoi ce pays, c'est un pays qui est aujourd'hui sur le devant sur la scène internationale? Vietnam, c'est 100 millions de personnes, dont 30 millions à peu près dans les villes, et une classe moyenne qui s'agrandit rapidement. Donc, ça doit présenter entre le 15 et 20% déjà de population. Ça donne beaucoup de possibilités pour des sociétés pour vendre leurs produits pour cette classe moyenne qui ont déjà un très bon pouvoir d'achat. Ça, c'est le côté vente, mais par contre, Vietnam a toujours été connu comme pays de fabrication et surtout de sous-traitance. Le pays vit de sous-traitance. Ça présente des exportations, présente plus de 90%. Et du GDP, toute cette fabrication pour sous-traitance et pour domestique aussi, ça présente un quart de leur GDP. Et le coût de main-d'œuvre est très, très raisonnable si on compare par exemple avec le Chine. Et les sociétés étrangères l'ont vu maintenant et il y a un flot de demandes de production vers le Vietnam. Les frontières sont pratiquement ouvertes, Internet est ouvert, etc. Et du coup, vous parliez de production et de marché. Selon vous, quels secteurs seraient les plus dynamiques au Vietnam pour justement les entreprises qui viennent ici et qui trouvent beaucoup de consommateurs? Quand je regarde les sociétés françaises, par exemple, qu'il y en a beaucoup en fait, les Français sont quand même une partie des expats, beaucoup de fabrication au niveau de textile, beaucoup de fabrication au niveau de métal, des composants métalliques ou des machines, etc. Il y a bien sûr les investissements qui sont au Vietnam, les grands hôtels, etc., les services, tourisme, tout ce côté-là. Et tout le monde connaît Annam Market, Annam Gourmet. Oui. Oui, oui. Et par exemple, pour ce qui est récemment des hautes technologies, on parle beaucoup d'IA, etc. Vous pensez que c'est quelque chose Oui, qui est en train de justement de progresser? tout à fait. Ça progresse rapidement. Le Vietnam a l'objectif de devenir un pays de technologie. Et ils font beaucoup d'efforts pour ça au niveau d'éducation, au niveau de réglementation aussi, pour faciliter le fintech, la technologie financière. Il ne faut pas oublier la société FPT au Vietnam. C'est vraiment un géant. Ça fait plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Ils ont, ici, par exemple, en Europe, ils ont presque 1000 personnes qui travaillent pour. Et ils exportent leur savoir-faire, et surtout dans l'IA. Vietnam, il veut avancer de fabrication seulement vers la technologie, et ils mettent beaucoup d'efforts pour le faire. Malheureusement, le savoir-faire n'est pas toujours en place, mais avec des partenaires étrangers comme des Français, ils peuvent avancer. Mais il est important de se souvenir que l'argent vient de fabrication. C'est vital. La production industrielle est vitale pour le Vietnam. C'est le seul moyen de récupérer des dollars et de donner du travail aussi pour des grandes masses de population. Il faut développer l'autre, mais il ne faut pas oublier l'autre. Et justement, pour revenir un peu sur le contexte actuel avec l'arrivée de Trump, le Vietnam est un pays très exportateur qui a eu justement là en 2024 une croissance assez élevée. Oui. Avec justement cette arrivée et la mise en place de politiques qui vont être assez dures, peut-être même agressives envers le Vietnam, est-ce qu'il ne va pas perdre une grande part de son marché? Hein, comment vous voyez un peu l'avenir des entreprises ici? Je crois que les risques sont assez petits. Vietnam est le meilleur de balancer entre les différents blocs. Ouais. Ils savent tenir les bonnes relations avec la Chine malgré les problèmes géopolitiques. Chine est le plus grand partenaire commercial de Vietnam avec plus de 20 milliards de dollars d'échanges. En même temps, ils savent très bien garder les bonnes relations avec les États-Unis. Dans les années, il y a eu quelques discussions au niveau de parité de dollars et dong, avec quoi Vietnam règle la compétitivité dans le marché mondial. Où est-ce qu'il y a énormément de sociétés qui cherchent des nouvelles chaînes de fabrication. euh, il y a beaucoup de sociétés qui ont commencé à faire ça depuis le premier mandat de Trump déjà. Pendant le travail le mandat de Joe Biden, nous avons fortement travaillé déjà avec des sociétés qui font ça. Et je crois qu'il n'y a pas de grand changement, mis à part que ça va venir encore plus et plus important, la fabrication en Vietnam. Il n'y a pas de tarifs douaniers pour les produits vietnamiens, au moins pour l'instant, et il n'a pas été évalué ou il n'a pas été dit qu'il y aurait, qu'ils seront en train de regarder quelque chose de spécial. Et en même temps, nous avons le contrat commercial avec l'UE. Donc, je crois que la position de Vietnam, ça va devenir plutôt mieux que risqué. Ouais, là, du coup, vous enchaîniez, vous parliez de l'Union européenne, parce qu'on parle beaucoup du Vietnam en tant qu'acteur, enfin, interposé entre justement la Chine et les États-Unis. Mais pour vous, du coup, l'Union européenne a aussi tout intérêt à s'intéresser aux relations avec le Vietnam. En plus de la Chine et des États-Unis, ils peuvent s'intercaler comme un acteur majeur dans les relations avec le Vietnam. Tout à fait, oui. On voit de toute façon en l'Union européenne, on voit certains métiers, certaines industries de bouger plus vers l'Asie. Disons par exemple l'industrie de packaging. La plupart des produits sont produits dans l'Asie, donc il est naturel que l'industrie de packaging bouge aussi vers l'Asie. En même temps, eux a besoin de nouvelles sources de fabrication. Et Vietnam se présente très bien sur ça. On a des bonnes relations. On pense à une très grande présence au Vietnam. Et les Vietnamiens ont aussi une grande présence en France. Il y a une grande population, deuxième génération ou première génération vietnamienne en France, qui développe les liens entre la France et le Vietnam, par exemple. Mais l'UE, en général, je crois que c'est un très bon contrat qu'on a en ce moment. Ça fait presque 5 ans que ça existe déjà. Moi, je l'ai suivi dès le début et je vois que ça bénéficie beaucoup au Vietnam, mais aussi l'UE. Et est-ce que aussi pour vous, l'Union européenne, ça pourrait pas être une alternative pour le Vietnam de se sortir de la dépendance de la Chine et des États-Unis? La dépendance de Chine est très difficile à faire car une grosse partie de cet échange commercial, c'est les matériaux de base. Donc, Vietnam manque de matériaux pour production et il achète beaucoup de Chine. Et à l'envers, ils vendent beaucoup, par exemple, de textiles vers la Chine. On a vu aussi le changement sur certaines industries où est-ce que la part de l'UE a grandi. Par exemple, dans les meubles. Les États-Unis présentaient avant 40% à peu près des exports
de meubles. Ça diminue un peu, mais en même temps, l'UE a augmenté aussi. Donc, la déviation dans le nouvel marché, ça se fait par le facteur de croissance en même temps. Ils cherchent de nouveaux marchés et il y a beaucoup de croissance avec l'UE, par exemple. Mais c'est tout supplémentaire. Ça ne substitue pas Oui. quelque chose. La croissance, il est de 7%. Alors il doit y avoir des nouveaux marchés qui sont ouverts pour le. Donc, parce que on avait relevé notamment dans la presse que bon bah beaucoup s'inquiètent avec ce retour de Trump et que voilà le Vietnam devait faire de prudence, etc. Qu'il avait intérêt à se diversifier. Mais donc vous n'êtes pas forcément enfin vous êtes pas forcément d'accord avec le. Non, non, non. Vietnam a de très bonnes relations avec les États-Unis, avec le Trump aussi. Mhm. Il n'y a pas de majeur problème du tout. Il n'y a pas de problème géopolitique. Aussi, en même temps, Vietnam reste suffisamment petit pour passer au-dessous l'horizon d'une manière. Mhm. Il faut quand même se souvenir que Chine, c'est 15 fois le Vietnam au niveau de population et d'industrie, même plus que 15 fois. Et aussi une avance technique est de 10 à 15%. Par contre, le Vietnam, il est en train de rattraper très, très rapidement tout ça. Et le volume total de Vietnam vers les États-Unis, c'est pas là où est-ce que les États-Unis sont inquiets. C'est avec le Mm. Canada, le Mexique, un peu avec l'UE aussi, et surtout avec le Chine. La plus grande partie des importations aux États-Unis. Donc, Ouais. s'il faut attaquer quelque part, c'est là, et c'est pas dans le petit pays comme Vietnam. Vous disiez aussi enfin, tout à l'heure que la Chine, c'est tellement grand par rapport au Vietnam, c'est que le Vietnam commençait à accueillir de plus en plus d'entreprises américaines, notamment pour la sous-traitance et tout ça. Mais est-ce Ouais, qu'en termes d'effectifs et de force de main-d'œuvre, le Vietnam peut remplacer la Chine ou pas, étant donné pas du tout. oui, Pas voilà, du que tout. c'est un beaucoup Non, plus petit non. pays? La capacité n'est pas dans le même niveau. Alors, c'est tout simplement l'industrie, il est plus petit. Si on regarde un peu le chiffre, si je me souviens bien, les exportations de Chine vers les États-Unis sont plus grandes que toutes les exportations du Vietnam. Donc, c'est vraiment dans de différentes tailles. J'ai vu une étude il y a déjà presque 2 ans qui a été faite au niveau de où est passée la production qui quitte la Chine. Et Vietnam se présentait avec un 10% à peu près de ce volume à l'époque. Et contrairement que j'avais pensé, en fait, la plupart des productions étaient tournées vers le pays d'origine. Par exemple, aux États-Unis, ça partait vers les États-Unis et pas au Mexique, par exemple. En Europe, c'était la même chose, ça serait dans le pays d'origine. Et du coup, juste pour revenir sur la question avec la Chine, si je le formule un tout petit peu autrement, en termes d'opportunités, est-ce que justement le fait que les États-Unis vont s'attaquer à la Chine, ça va pas permettre justement au Vietnam d'avoir des nouvelles entreprises, des nouveaux investissements? Tout à fait. On parle toujours des investissements, en fait. Vietnam a reçu des investissements. Entre 2022 et 2023, je crois qu'il y avait une augmentation de 3,5 à peu près au niveau des investissements vers le Vietnam. Et entre 23 et 24, c'était de 9,5 à peu près. Ça a fortement augmenté. Ça, c'était des investissements directs, ça veut dire de création des usines et tout ça. Après, il y a les investissements qu'on peut dire des investissements, c'est de bouger la sous-traitance d'un pays vers l'autre, de bouger la production du France, par exemple, vers l'autre pays. On n'a pas de chiffre exact pour ça. Ça n'existe pas. On le voit seulement dans l'exportation, l'activité d'exportation, car la plupart de fabrication du Vietnam est de la sous-traitance pour les pays occidentaux. Il y a très peu de produits vietnamiens purs, durs, avec un brand qu'il exporte. En fait, le sous-traitance, c'est quasiment la plus grosse partie, 90% ou quelque chose comme ça. Donc, cet investissement ou production, investissement, ça rentre au Vietnam avec une rapidité exceptionnelle quand même. Et si on se projette dans les 5 à 10 ans, qu'est-ce que vont donner ces investissements pour la compétitivité, du pays ici? Partons de principe, tout se passe au Vietnam, les salaires, les coûts, tout est payé au Vietnamese dong. Il n'y a pas de valeur échange. Le dong, il est seulement lié avec le dollar. Et c'est l'État et le State Bank of Vietnam qui choisissent quel est le niveau. Donc, ils peuvent régler le coût de main-d'œuvre et tous les autres coûts en échangeant le taux de dong et dollar. Et c'est ça qui était aussi à un certain moment une petite discussion avec les États-Unis, taux d'échange
pour rester compétitif. Je crois que pour le Vietnam, c'est un très bon système pour l'instant. Comme ça, il reste toujours compétitif. Il faut quand même voir que le coût de main-d'œuvre, c'est pratiquement moitié en comparaison de Chine. On dit que Vietnam, c'est le best bang for the buck pour le moment. Et c'est vrai, si on regarde Asie du Sud-Est et Asie en général, il y a toujours dans la fabrication, il y a toujours deux choses. Il y a le coût de main-d'œuvre et il y a les compétences, la facilité de gérer tout ça. Et Vietnam, c'est en ce moment où est-ce que c'est le mieux balancé. Pour chaque dollar investi, tu peux avoir le meilleur récupération. Par exemple, Bangladesh, c'est beaucoup moins cher au niveau des textiles. Laos, Cambodge, ils sont moins chers. Mais c'est beaucoup plus difficile d'y travailler et d'y investir. Bien sûr, le Free Trade Zone de ASEAN est important aussi. D'accord, mais là, vous parlez beaucoup de textile et de main-d'œuvre, entre guillemets, peu qualifiée, mais il y a aussi des grosses entreprises. Là, par exemple, il y a pas longtemps, le PDG de Nvidia, Hmm. Oui, dans les semi-conducteurs qui s'est rendu au Vietnam et qui a salué aussi la force de travail et oui, la force d'exploitation du oui, Vietnam dans les secteurs oui. de haute technologie aussi. C'est tout à fait vrai. Et comme je dis, Vietnam est en route pour devenir un pays de technologie. Et c'est le premier pas que Vietnam est en train de prendre. Comme j'ai dit, il y a le FPT, par exemple, qui a quatre universités qui produisent des ingénieurs qui sont très, très bien qualifiés déjà. Système éducationnel de l'État n'est pas suffisamment qualifié pour l'instant pour produire des ingénieurs au niveau électronique, logiciel, IA. Alors, Vietnam est en train de développer le force de travail pour pouvoir bouger dans cette direction. Les patrons de Nvidia et des autres choses comme ça sont bien sûr intéressés de Vietnam. Il faut quand même se souvenir que, par exemple, Samsung produit la moitié de ses téléphones portables au Vietnam, qui sont tous exportés. Intel, ils ont investi pratiquement 2 milliards de dollars dans des usines qui sont à Saigon High-Tech Park, là, depuis des années déjà. Donc, il y a beaucoup d'investissements dans les hautes technologies déjà existants au Vietnam, mais c'est des FDI. Maintenant, c'est le moment de Vietnam investir eux-mêmes dans cette technologie et de rattraper un peu moi, j'ai travaillé beaucoup en électronique, en fait, et j'ai suivi, par exemple, l'électronique vietnamienne depuis 2009. Il n'y avait rien du tout en 2009. Quelques boîtes étrangères, leur propre production. Aujourd'hui, on peut dire que c'est les premières années maintenant que les possibilités pour les sociétés étrangères de faire fabriquer leurs cartes électroniques au Vietnam. C'est notamment dans les semi-conducteurs, du coup, que le Vietnam, en ce moment, essaye d'investir, notamment dans la formation, voilà, comme vous disiez. Les semi-conducteurs, c'est intéressant. On parle souvent de semi-conducteurs sans vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a deux choses dans le semi-conducteur. C'est le design, comment on fait le chip électronique de silicone. Ça, c'est un très grand parti. Et après, il y a la production de silicone, de chip. Vietnam a rien du tout au niveau de production. Ils ne peuvent pas produire des chips électroniques. Il n'y a pas des usines au Vietnam. C'est des investissements qui prennent des milliards et des milliards. Par contre, FPT, ils ont déjà le service pour le design. Moi, je parlais souvent avec eux déjà. C'est encore un peu petit, mais ça arrive. L'éducation prend du temps. Si on décide aujourd'hui de faire rentrer dans ce domaine, ça prend 4 ans avant que les ingénieurs soient prêts. Ça Mhm. se fait pas comme ça. Il me semble qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter, vous, quelque chose. Je crois que le message parlons ici pour la société française, c'est vraiment de regarder le Vietnam. J'ai toujours dit à mes clients qu'il faut regarder les choses une fois que leur propre client, il est en Europe ou en Amérique. Je crois que ça, c'est important de comprendre. L'objectif, c'est de ne pas perdre de job et du travail en Europe. L'objectif, c'est de le faire toujours en Europe, mais trouver de nouveaux marchés en étant intelligent, en étant compétitif de même manière que les compétiteurs. Par exemple, si on regarde les sociétés qui bougent la production à partir de Chine, qui ont déjà leur propre usine en Chine. Et ils ont fait le choix de continuer avec l'usine en Chine qui va fournir seulement le marché domestique et trouver des autres endroits pour fabrication en Asie pour tout l'autre marché. J'ai passé
15 années là et je vois la possibilité que ça donne. Beaucoup d'opportunités, c'est le mot Il y a de... beaucoup d'opportunités dans tous les domaines. C'est pas seulement de fabrication. Il y a aussi, bien sûr, le marché vietnamien. Dans le médical, télécommunications, bien sûr, toutes sortes de produits. Et surtout le produit de consommation, grande consommation pour la classe moyenne. Je pense qu'on va Ouais. mettre dans pas longtemps fin à la réunion, si c'est bon pour vous. On vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Beaucoup. Merci à vous. J'étais ravi d'être interviewé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci à la prochaine. Au Bonne revoir, bonne journée. journée.